Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler avec Charlotte Peron du thème des sociétés minières aurifères et du secteur de l'or en général. Bonjour Charlotte. Bonjour Valentin, bonjour Al- à tous. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Euh, Juste avant, nous allons rappeler quelques caractéristiques du fonds CMAM Global Gold, qui est un fonds de conviction, qui a un historique assez conséquent puisqu'il date de 1984. Enfin, une petite nouveauté, c'est que le fonds CMM Global Gold est article 8 SFDR et catégorie 2 AMF. Alors, Charlotte, nous nous étions vus au mois de novembre. Oui, Depuis, le secteur de l'or a beaucoup bougé. Aujourd'hui, sur l'or, on est à plus 8% depuis le début de l'année. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les mouvements de marché qui se sont passés? bien sûr. Alors, effectivement, Valentin, quand on s'était vu en novembre, on était dans une configuration très différente. Effectivement, on était plutôt sur la phase de reprise, hein, toujours, même s'il y avait déjà un petit peu quelques tensions inflationnistes, hein, notamment aux États-Unis. Mais il y avait une réduction, hein, des problèmes de supply chain et les banques centrales commençaient à devenir quand même moins accommodantes puisqu'il y avait un petit peu ces pressions inflationnistes, notamment aux USA. Mhm. Et puis, euh, le, le- le contexte économique, géopolitique évidemment, et financier a radicalement changé avec la crise en Ukraine qui a commencé en février. Là, il y a eu une explosion en fait, hein, des risques géopolitiques. Vous avez eu une explosion aussi des prix de l'énergie, mais pas que en Europe, hein, partout dans le monde, puisque les prix de l'énergie sont mondiaux. Une forte hausse de tous les prix des autres matières premières, et donc une inflation qui semble s'installer durablement un petit peu partout dans le monde. Vous avez également eu, depuis plusieurs semaines maintenant, une reprise aussi de la pandémie de Covid, hein, qu'on croyait un petit peu passée, mais non, et notamment en Chine. Voilà. Et donc ça recrée des problèmes de supply chain. Et donc ça recrée des problèmes, on va dire, de prix de transport donc qui s'installent encore. Donc aujourd'hui, finalement, on est dans une situation où l'inflation s'installe. Elle est très élevée, hein, puisqu'on atteint plus de Bien sûr. 7% hein, aux États-Unis, on est sur des niveaux très élevés en Europe. Donc il y a un vrai dilemme au niveau des banques centrales hein, sur leur politique monétaire. Est-ce qu'elles doivent fortement augmenter les taux pour lutter contre l'inflation au risque de casser finalement le peu de croissance économique qu'il reste et donc en faire une récession ou inversement finalement faire une politique monétaire toujours accommodante, au moins de hausse de taux, mais laisser filer l'inflation. Et puis, avec le ralentissement économique, eh bien, il y a aussi un problème au niveau des sociétés qui s'installent, parce que pour ralentissement économique, ça veut dire moins de croissance de chiffre d'affaires pour les sociétés, inflation pour les sociétés, ça veut dire moins de marge, et là, vous avez un vrai dilemme sur les marchés financiers qu'on n'a pas connu depuis de nombreuses années. Et donc, tous ces éléments font qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui est favorable à l'or. Alors, parce que là, on a bien le constat. Maintenant, est-ce qu'il y a différents scénarios? Qu'aujourd'hui, quels sont les scénarios possibles et envisageables sur le secteur de l'or aujourd'hui, finalement? D'accord. Alors sur le secteur de l'or, aujourd'hui, il y a un scénario qui serait positif hein, pour l'or, on va dire, et puis un scénario vraiment négatif pour l'or qui pourrait être assez binaire. Donc, on va parler du scénario négatif en premier. Il faudrait en fait qu'on revienne très rapidement dans la situation pré-Covid Pré-Covid. et puis pré-guerre en Ukraine. Donc, ça veut dire une la fin de la guerre très rapidement, ça veut dire la fin des sanctions aussi Oui. hein, en Russie, contre la Russie. Donc ça voudrait dire que l'inflation se réduirait et que les politiques de la croissance repartiraient et les banques centrales pourraient reprendre leur politique monétaire classique. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le scénario rose et très favorable pour l'ensemble de l'économie et du monde et puis pour l'Ukraine, mais Mais un peu moins pour l'or. négatif évidemment pour l'or. Hein. Et par contre, donc d'un autre côté, donc vous avez un scénario plus positif donc pour l'or,
Donc, on attend toujours, on espère toujours quand même un règlement hein, de la situation en Ukraine, mais s'il y a un règlement de la situation en Ukraine, il y aura toujours les sanctions. Voilà. Hein. Ça va perdurer. On voit bien qu'il y a des blocs hein, qui se créent, des blocs géopolitiques hein, qui se créent et qui vont perdurer. Donc, ça va malheureusement continuer à maintenir l'inflation sur des niveaux élevés. Donc, ça veut dire que les banques centrales, elles vont devoir agir. Soit en augmentant, donc c'est ce que je vous disais, peut-être trop les taux, et donc là, elle risque de casser la croissance, donc c'est plutôt positif pour l'or, soit en restant behind the curve, et donc là, finalement, peut-être qu'il pourrait y avoir, laisser filer un petit peu l'inflation, et y avoir de l'inflation de second tour, ce qu'on appelle de l'inflation de second tour. Donc ça serait évidemment aussi favorable à l'or. Alors, donc pour conclure, donc sur les fondamentaux hein, de l'or hein, que vous connaissez, donc les fondamentaux moyen et long terme donc, sont globalement tous dans le vert, hein, avec une forte reprise de l'investissement et de la protection. Et puis, vous avez également les banques centrales hein, qui ont repris aujourd'hui donc, leurs achats. Hein. La Banque de Russie avait déjà commencé en 2021. La demande de bijouterie qui reste positive et la demande industrielle aussi. Du côté des indicateurs économiques et financiers, donc plutôt les drivers court terme, hein, ce qu'on appelle les drivers court terme, eh bien, les taux d'intérêt réels bas et négatifs et le dollar qui étaient les drivers précédents sont mis un petit peu à l'écart et clairement aujourd'hui, les indicateurs qu'il faut suivre, c'est les tensions économiques Oui. et géopolitiques et l'inflation, les anticipations d'inflation qui seront plus fortes et plus durables. Donc voilà, les politiques monétaires, eh bien, on ne sait pas trop encore comment elles vont évoluer. Hein. Donc voilà. Donc nous, on pense que l'or va rester durablement sur des niveaux supérieurs à 1800, voire peut-être même 1900 sur l'ensemble de l'année 2022. Et ça, c'est donc très favorable hein, pour le secteur aurifère. Donc pour illustrer mes propos, donc vous voyez ici donc, la courbe de l'or en gris et la courbe des anticipations d'inflation à 5 ans. Et vous voyez qu'il y a quand même une forte corrélation entre les deux. Et vous le voyez depuis un an finalement, donc c'est le graphe de droite, et bien là il y a une très très forte corrélation et ça s'est même accéléré, c'est vraiment très très proche hein, sur les derniers mois quand les anticipations d'inflation à 5 ans sont passées de 2,8 à 3,5. Donc ça c'est le premier point. Et ici vous voyez donc ce graphe que vous connaissez. C'est donc l'évolution du prix de l'or et le stock d'ETF or hein, qui souvent est utilisé comme actif de protection hein, pour investir rapidement donc, dans l'or. Et on voit que la crise en Ukraine a fait redémarrer cette demande d'or, donc que les risques géopolitiques ont réaccéléré. Et finalement, en fait, on peut toujours dire que l'or et précisément les sociétés minières aurifères, c'est plutôt bien d'en avoir à titre de diversification dans son portefeuille. Oui, 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 bien sûr, hein, on le dit souvent. Alors, c'est un vrai actif de diversification dans une allocation. Hein, comme tu le disais, il est en hausse alors, de plus de 8% à ce matin, 6,3 à fin mars. Vous le voyez donc sur 5 ans, hein, 55% de hausse. Donc, ça reste toujours un actif physique et liquide, et rare et liquide. Et puis, le rôle de diversification hein, est très fort. Et très utile, hein, l'or, et les sociétés aurifères améliorent donc vraiment la performance globale d'un portefeuille hein, en mettant donc le couple rendement-risque. Voilà. Donc pour passer peut-être sur un peu plus sur la macro, on Oui. va finir ouais, sur... Donc, oui, sur les sociétés. Alors effectivement, comme je te le disais, donc sur les crises se suivent et ne se ressemblent pas toutes. Par contre, le secteur aurifère performe bien et joue vraiment son rôle de diversification. Donc, dans le graphe de gauche, enfin, vous voyez celui du Covid-19. Voilà.
Covid-19 contre guerre en Voilà, Ukraine. contre la guerre en Ukraine, oui. Donc, vous voyez que, au moment de la crise du Covid-19, les sociétés aurifères et l'or, hein, même avaient baissé hein, au début de la crise, puisqu'il y avait même une crise de liquidité. Donc, Bien l'or sûr. est souvent vendu au moment des crises de liquidité. Et le secteur aurifère avait fortement chuté, comme les actions qui sont représentées par le MSCI en jaune. Voilà. Et ensuite, tout de suite, les sociétés aurifères avaient fortement repris le chemin de la hausse et avaient nettement performé les mois Ouais. qui ont suivi. Et bien sur la guerre en Ukraine, eh bien c'est un petit peu pareil. Hein. On voit que le secteur avait déjà surperformé en fin d'année 2021. Et puis au moment de la guerre, par contre, vous voyez que les sociétés du monde, enfin les actions hein, toujours représentées par le MSCI World, en jaune, ont fortement baissé, Mhm. alors que les sociétés aurifères, elles ont accéléré à la hausse, elles ont accéléré le mouvement de l'or. Et je trouve que sur le graphe, voilà, là, on a quand même la parfaite illustration. Ben, finalement, pourquoi aller sur les sociétés minières aurifères, quoi? C'est Oui, vraiment oui, la question là qu'on se voilà. pose. On se dit, bah, c'est quand même. Bah là, Là, on voit bien. on voit bien l'effet de levier, en fait, Exactement. effectivement, du secteur aurifère. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc je vous rappelle un petit peu ces grands critères. Hein. Pourquoi aller sur le secteur aurifère Eh bien, parce que vous avez de la croissance organique, vous avez de la croissance de la production et des ressources. Vous pouvez avoir un petit dividende. Hein. Aujourd'hui, il est compris entre 1 et 3%. On va dire 2% en moyenne hein, sur l'industrie. C'est essentiellement les grandes sociétés aurifères quand même hein, qui versent un dividende. Voilà. Vous avez évidemment le levier opérationnel. Hein, on vient de le montrer sur le graphique précédent. Les fusions-acquisitions, évidemment. Les fusions-acquisitions, il y en a eu en 2021, il devrait en avoir encore en 2022. Voilà. Et évidemment, donc, les sociétés comme l'or protègent contre l'inflation, mais aussi la déflation et la dévaluation. Ça, on l'a connu déjà par le passé. Alors, pourquoi nous, on est toujours constructif sur le secteur hein, parce que les sociétés donc, ont des bilans solides aujourd'hui, elles sont très peu endettées, voire pas du tout. Hein. Voilà. Elles maîtrisent quand même très bien leurs coûts de production, même s'ils seront en hausse. Hein. Elles sont quand même impactées par cette inflation des coûts, hein, comme toutes les sociétés au monde, mais elles ont déjà indiqué au marché donc ces hausses de coûts. C'est intégré dans les prévisions. Donc, on n'aura pas de surprise négative normalement en tout cas, sur ce secteur. Voilà, elles maîtrisent bien, elles sont vraiment focalisées sur tout ce qui est génération de cash flow et de free cash flow. Elles font toujours preuve donc d'une forte discipline en termes d'allocation du capital, donc ça nous rassure, hein, et donc pour du retour à l'actionnaire, comme je te le disais. Et le M&A est toujours très raisonné, donc il y a très peu de primes hein, données sur des acquisitions. Voilà. Et ça, c'est ce que nous, en tant qu'investisseurs, on attend aujourd'hui. Voilà. Alors, pour vous rassurer, donc ici, vous avez la courbe des coûts totaux du portefeuille et vous voyez à 1950 $ l'once, hein, aujourd'hui, les marges des sociétés aurifères sont très très élevées. Donc même si on peut s'attendre éventuellement à une correction sur l'or, eh bien, elles ont quand même des marges suffisantes aujourd'hui. Alors justement, je rebondis Charlotte. Oui. On a une question en live et on D'accord, très nous bien. parle justement des coûts. Donc Oui. on est en plein dans le thème, on est en plein dans la thème, slide, donc je la d'accord. pose maintenant et on nous demande si les coûts d'extraction ont augmenté. Donc réponse sur le graphe, j'ai envie de Alors dire. effectivement, les coûts d'extraction ont augmenté un petit peu, puisque vous avez dans certaines zones le coût de la main-d'œuvre qui augmente. Vous avez également pour d'autres mines, pour certaines mines, le coût de l'énergie. Quand vous êtes une mine au Canada, vous n'avez pas forcément de hausse de coût, puisque l'énergie, c'est de l'énergie électrique et même hydroélectrique. Donc ça, c'est des contrats qui ne bougent pas. Mais par contre, vous avez des hausses de coûts salariaux un petit peu. Hein. Voilà, par exemple, vous avez des hausses de coûts de consommables. Hein, c'est une industrie qui utilise pas mal d'acier,
ce qu'on appelle des boules d'acier dans les moulins pour concasser le minerai. Et bien, le prix de l'acier a fortement augmenté. Et donc, voilà, ça a un impact, effectivement. Donc, on s'attend quand même, effectivement, à une hausse des coûts d'environ 10% sur 2022. Mais comme je te l'ai dit, ou comme je vous l'ai dit, les sociétés ont déjà indiqué ces hausses de coûts. Voilà. Il y a aussi des hausses de coûts au niveau des coûts d'investissement pour les nouveaux développements, puisqu'effectivement, là, elles répercutent un petit peu le coût du matériel. Par exemple, quand vous construisez une nouvelle mine, où vous avez besoin de camions, par exemple, Caterpillar a un peu augmenté le prix de ses camions. Voilà. Voyez. Donc, vous avez forcément, mécaniquement, mais avec le prix de l'or qui continue d'augmenter par rapport à l'année dernière, eh bien, ça maintient les marges. Voilà. Okay. Et puis, on voit bien vraiment par rapport au cycle précédent que c'est vraiment un objectif très important pour les sociétés de bien maîtriser ces coûts. Il y a un élément supplémentaire dont on parle peu, mais c'est aussi la technologie. La technologie permet également d'améliorer un petit peu les plans miniers et donc d'améliorer aussi ces coûts. Voilà. Okay. Donc ça, c'est des éléments qui sont favorables pour l'industrie. Bon, voilà. On a bien compris qu'il y avait un contexte macro qui était un peu inédit, et puis ça, on l'a bien compris. Maintenant, si on rentre plutôt dans le portefeuille, si on ouvre le capot, comme on dit, oui. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de ta structure de portefeuille? Je pense qu'à la fois la pandémie, mais surtout la crise en Ukraine, ça a peut-être modifié certaines positions. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Charlotte? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça a forcément changé des positions, effectivement, dans notre stratégie de gestion. Puisque, donc là, je vous indique un petit peu les derniers mouvements, enfin les mouvements de ce trimestre. Eh bien, un des premiers mouvements dont on peut parler, effectivement, c'est par la crise en Ukraine, avec l'invasion de la Russie en Ukraine. On a cédé des titres qui étaient soit russes, comme Polymétal, ou des titres qui avaient des actifs en Russie. D'accord. Alors, Polymétal, donc c'est une société russe qui a des actifs qui minent en Russie. Donc là, on a cédé complètement la ligne très rapidement, voilà, parce que de toute façon, il y aurait eu très rapidement des risques de liquidité aussi sur cette société, puisque plus personne ne voulait traiter sur la Russie. Et malgré la qualité de ces actifs, parce que finalement, c'est ça aussi qui est important malheureusement pour un certain nombre de sociétés russes, eh bien, malgré la qualité des actifs de Polymétal, puisque c'est une société qui est très très rentable et qui est très bien gérée, qui a des très beaux actifs, eh bien, on l'a cédé. Voilà. On a pris des profits un petit peu sur Kinross Gold également, puisque Kinross déjà avait bien performé un petit peu avant, et puis avait 2 actifs en Russie. Et donc, on a réduit la position, mais on ne l'a pas vendue complètement, puisque elle n'avait que 2 actifs en Russie. Et d'ailleurs, depuis le début de la crise, en fait, Kinross a décidé de vendre ses actifs et les a déjà cédés. D'accord. Voilà. Donc, Kinross n'est plus présent en Russie du tout. Et c'est les 2 seules sociétés qui étaient impliquées sur la crise russe. D'accord. Voilà, donc ça, c'est le premier élément donc qui a un peu bousculé, on va dire, le portefeuille. Donc en contrepartie, on a renforcé des sociétés comme Newmont et aussi comme Endeavour Mining, qui est une très belle société que j'affectionne particulièrement, qui produit dans la corne ouest de l'Afrique, voilà, et qui a très très bien délivré, qui a fait des acquisitions vraiment au bon moment. Et donc voilà, donc là il y a vraiment de la création de valeur sur Endeavour. On a pris un peu des profits sur Barrick, parce que Barrick a acheté en fait les actifs de Antofagasta. Ils avaient une JV au Pakistan sur un gisement en exploration, c'est un début de gisement, donc qui faisait cuivre et or. Et en fait, on trouve que le Pakistan, c'est quand même un petit peu risqué. Alors, on sait que Mark Bristow, donc le patron de Barrick, aime bien aller dans des pays à risque. Il sait gérer ça. Mais bon, à court terme, j'ai préféré Newmont. Ensuite,
on a dû aussi, on a dû également donc renforcer nos positions suite à des acquisitions. Donc, c'est le cas par exemple de Philo Mining. Donc, ça, c'est un explorateur, donc cuivre et or, avec un très très beau gisement, un très gros gisement, donc sur la frontière chilienne et argentine. Voilà. Et on a investi dans I80 Mining, voilà, donc parce que c'est une société donc, qui va produire en Nevada. Donc là, il Oui, n'y a pas de risque ça de devrait aller. juridiction, etc. Et l'intérêt de cette société, c'est qu'elle va mettre en production 3 dépôts D'accord. dans les 2 années qui arrivent, en 2022 et en 2023. Donc, on a vraiment une vraie croissance de production, voilà, dans une période où le prix de l'or va être élevé. Donc, Oui, ça nous amène donc à la à structure la de notre structure. portefeuille, hein. Donc, alors la partie métaux précieux, finalement, a peu bougé. Ici, ce que l'on peut voir, c'est que la partie cuivre augmente, hein, Oui. Dans ta poche assez. Voilà, dans ma, diversification dans ma finalement. poche diversification, la partie cuivre augmente parce que on veut profiter un petit peu aussi de la bonne tendance du prix du cuivre. Et souvent, c'est des dépôts qui sont jumelés, cuivre et or, hein, souvent. Donc, c'est le cas de Philo Mining, Oui. c'est le cas de Freeport-McMoRan qui est dans notre top 10. Voilà, on sait que les sociétés sont intéressées par certains dépôts de cuivre, hein, comme Barrick, hein, donc, voilà. On a toujours un petit peu de liquidité, c'est vrai, aujourd'hui, donc près de 5%. Ça nous permet en fait d'accumuler un petit peu les positions là quand il y a des retours. Oui. Voilà. Et comme tu le vois, on a toujours un portefeuille très, très Ouais, assez concentré, concentré, c'est vrai que c'est. hein, 44 Ouais. valeurs. Voilà. Pas de grands mouvements donc, sur les 4 poches aurifères, si ce n'est que, comme tu le vois, donc les développeurs et les juniors, en fait, elles ont fait l'objet de fusions, hein, Ouais. souvent. Et donc, du coup, là, on cherche voilà, donc d'autres sociétés pour compléter nos positions ici. Et puis, par contre, tu vois des sociétés majors, en fait, il y en a plus. Et là aussi, c'est pas parce qu'on a forcément plus investi, c'est parce que des sociétés comme Endeavour est Voilà. devenue une société C'est major. major parce qu'elle va produire 1,4 million d'onces. Pas de Ouais. mouvement sur le secteur argentifère à part Aya Gold and Silver qu'on a augmenté parce que c'est un producteur versus Silver Crest. Et pas de changement majeur donc dans notre de hiérarchie sur le segment des sociétés de royalties. Bon, bah, très bien, on a fait un bon point d'ensemble. Ce que je vous propose, c'est de réagir dans les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, voilà, à réagir sur les questions. Le temps pour moi de synthétiser tout ce qu'on s'est dit. Oui, Donc moi, ce que je retiens, c'est que en 2022, finalement, le prix de l'or va rester sur des niveaux assez élevés. C'est oui, vrai qu'on a dit voilà, entre 1800, 1850 oui, dollars. Donc on reste quand même sur oui. des niveaux plutôt élevés. Et puis, qui dit ça, dit forcément des cash flows, du retour à l'actionnaire pour payer les dividendes, Mm, etc. etc. mm. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que CMAM Global Gold, c'est un portefeuille qui est robuste, un portefeuille tactique de qualité. Voilà. Et, et donc, c'est quand même une Oui. référence, enfin, la référence même sur le marché. Voilà, je vous laisse Merci. poser vos questions directement. On en a reçu quelques-unes déjà. Alors, on en a pris une tout à l'heure sur les coûts, Mhm. parce qu'on était en plein dedans. On a aussi une question qui nous a été posée. Alors là, c'est plutôt pour revenir sur les différents scénarios donc, que tu as Oui. évoqués, favorables ou défavorables. Mais finalement, est-ce qu'il y en a un où tu penses qu'on va quand même un peu plus s'orienter sur celui-ci ou pas? Oui, oh clairement, nous, on pense que le scénario à privilégier, malheureusement, ça reste le scénario qui reste un peu positif pour l'or parce que malheureusement, la guerre en Ukraine, pour l'instant, on ne voit pas trop de signes Oui, d'amélioration. Et clairement, donc c'est quand même, ça va être le catalyseur. C'est clair que le jour où il y a peut-être un cessez-le-feu ou des choses comme ça, bon, on va certainement corriger un petit peu, mais pour l'instant, oui, c'est pas le cas. Et comme je vous l'ai montré, clairement, les anticipations d'inflation restent vraiment très élevées. Comment les banques centrales vont réussir à gérer ça?
Comment les marchés vont réussir à accepter peut-être des Bien sûr. marges un petit peu sous pression, hein, de la part Mmh. des entreprises. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas connu ça. Donc, c'est vrai que je privilégie Ouais. pour l'instant donc le scénario plus Un peu positif, plus positif positif sur sur l'or. Et donc, bah, c'est clair que c'est positif aussi pour le secteur aurifère, hein. bien sûr. Alors, on va peut-être prendre une dernière question où on va en coupler, Oui, une, on a une question sur, les oui, fusions-acquisitions dans le secteur. oui, C'est vrai que mais je me rappelle plutôt en 2019, 2020, 2021, ça a été quand même un cycle où, bah, les sociétés minières se sont beaucoup rachetées entre elles. Là, on en a oui, un peu moins parlé. oui, Est-ce qu'il y a eu des mouvements? Est-ce qu'il va y en avoir? Est-ce que voilà, comment, quel est ton point de vue? Et peut-être oui. aussi un mot sur le dollar après, Oui, comme sur ça le on dollar, on oui, fait on on fait une fera question en 2, voilà. voilà, on fera une question en 2. Alors sur, les fusions-acquisitions, c'est vrai que pour l'instant, en ce début d'année, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui. On pense qu'il y en aura certainement, ça va revenir un petit peu, au fur et à mesure, Mmh. donc de l'année. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y en a eu peu. Nous, ce qu'on pense, c'est que, les sociétés, bah, comme il y a eu beaucoup de rapprochements et de fusions, bah, encore l'année dernière, eh bien, les sociétés de taille intermédiaire, de taille moyenne, sont plutôt en train de les digérer. Donc, voilà. Et puis, par contre, il y aura quand même, selon nous, des fusions-acquisitions de sociétés qui ont un seul actif en production. Parce qu'on sent bien, hein, je les ai vus en février, fin février, hein, sur une conférence, Oui, eh bien, on sent bien que ces sociétés juniors souhaitent quand même se diversifier. Hein, se diversifier soit en termes de pays, hein, voilà, parce qu'il y a quand même, quand les prix des métaux et de l'or ou de l'argent sont élevés, souvent les pays deviennent aussi plus gourmands, donc peut-être des taux de royauté plus élevés, etc. Donc il y a ça, cet élément-là. Et puis il y a l'élément aussi bah, de volatilité, hein, des prix des métaux. Et aujourd'hui, donc les sociétés juniors veulent aussi donc les single assets, comme on les appelle, veulent aussi diversifier leurs métaux. Par exemple, on a eu First Majestic, hein, qui est une société qui produit de l'argent au Mexique, voilà. Eh bien, qui a fait l'acquisition de deux petites mines d'or au Nevada. Donc, d'accord. à la fois, elle diversifie bah, ses actifs, hein. Déjà, elle a plusieurs mines en production. Elle a deux métaux, donc qui, bon, certes, évoluent un petit peu dans les mêmes tendances, mais qui sont quand même différents. Et elle a deux pays, Ouais. deux juridictions différentes. Je te parlais tout à l'heure du cuivre. C'est vrai que beaucoup de sociétés souhaitent aussi un petit peu, donc des sociétés aurifères, souhaitent aussi un petit peu se diversifier sur le cuivre parce que bah, on sent bien avec la transition énergétique que le cuivre, c'est un des métaux du futur, hein, Bien sûr. de ces 10 prochaines années. Et donc, ça permettrait à ces sociétés donc, d'avoir une diversification de métaux et peut-être aussi de pays. Donc, on voit bien qu'au niveau des sociétés juniors, on va avoir un petit peu plus de mouvements, des single à tête qui devraient se fusionner ou se rapprocher entre elles. Super, Voilà. bah, écoute, merci beaucoup Voilà. Charlotte pour cette Et, ah oui, et intervention. tu me parlais Allez, également un du dernier mot, dollar, un un tout petit petit mot dernier sur mot le du dollar dollar. alors, Alors, parce c'est qu'on vrai que n'a plus beaucoup de temps, j'en parle moins cette mais fois-ci, puisque effectivement, parce que voilà, voilà, pour rappel, parce que le les rappel, voilà, sociétés sont souvent cotées au Canada, donc voilà, dollar voilà, canadien et le puis bah, dollar l'or en canadien dollars et puis forcément. l'or est en dollars. Alors, tu sais que nous, on couvre pas notre portefeuille, Exactement. voilà. Et puis en plus, le dollar, bah, actuellement, la corrélation, enfin, la corrélation inverse entre le dollar et le prix de l'or, bah, c'est décorrélé, hein, comme vous le voyez sur ce graphique. Donc aujourd'hui, pour nous, le dollar, c'est pas forcément l'élément Bon bah voilà. driver Et à bah suivre super. ou impactant. Voilà. Merci beaucoup Charlotte. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Je tous. vous remercie une nouvelle fois et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau webinaire avec nous. Merci et bonne journée. Au revoir.